Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Antoine Plaquevent. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle rapidement que vous êtes auteur et analyste politique. Vous dirigez également le groupe de recherche indépendant Stratégica qui publie les travaux d'analystes et de politologues indépendants. On vous reçoit donc pour à l'occasion de la sortie de votre livre Société ouverte versus Eurasie, géopolitique du globalisme, paru aux éditions Stratégica. Alors cet ouvrage, c'est un peu la continuité des deux précédents. Soros et la société ouverte métapolitique du globalisme et globalisme et des populations. Dans ce dernier ouvrage, vous commencez par distinguer le réalisme du globalisme et pour cela, vous vous appuyez sur les travaux de Carl Schmitt, philosophe allemand, qui était d'ailleurs très controversé pour son appartenance au parti nazi. Pourquoi c'était intéressant pour vous de vous appuyer sur ces travaux et qu'est-ce que nous apprend Carl Schmitt ? En fait, dans ce troisième livre, si vous voulez, j'étudie un petit peu le même phénomène politique que j'ai étudié dans les deux précédents, à savoir le globalisme, le cosmopolitisme. Et dans le chapitre que vous évoquez, effectivement, je mets en regard la théorie globaliste en relations internationales avec le paradigme réaliste des relations internationales. Et je pars de la pensée de Carl Schmitt, parce qu'à un siècle de distance de notre époque, dans les années 1920, par là, il avait très bien su identifier à la fois l'idéologie et les moyens qu'était en train d'élaborer on appelait pas ça le globalisme à l'époque, mais le cosmopolitisme, en vue justement de dépasser les États-nations. Donc c'est une bonne référence. Alors, effectivement, sur sa biographie, son appartenance au parti nazi, il faut savoir que avant que le parti nazi le parti national-socialiste, comme on l'appelait à l'époque, prenne le pouvoir, Carl Schmitt a essayé de renforcer le système de la République de Weimar, justement, pour contrer à la fois la montée du communisme et la montée du national-socialisme. Et lui, c'était un conservateur et un réaliste. Donc, quand les nationaux-socialistes ont pris le pouvoir, eh bien, il a essayé, à son niveau, d'influer au sein du parti dans la direction de ses positions qui étaient plus conservatrice et réaliste que celle du parti lui-même. Et justement, il a eu des problèmes en interne à l'époque avec la SS, qui considérait qu'il n'avait pas une vision finalement assez racialiste des rapports de force entre les systèmes politiques. Et progressivement, il a été en quelque sorte un peu mis de côté. Lui-même a continué de soutenir le Parti national-socialiste, mais avec cette distance critique et surtout à partir du moment où Hitler a attaqué l'URSS, il a considéré que c'était une faute stratégique et il est en quelque sorte rentré en état de dissidence intérieure, si on veut. Donc, et ces travaux après-guerre ont été repris et ont inspiré même les rédacteurs de la Constitution de la Ve République, pour l'aspect justement tous les travaux qu'avait fait Carl Schmitt sur la souveraineté et sur le réalisme politique et les rapports entre les États-nations. Voilà, donc c'est pour ça que je pars de lui. Mais en fait, après, si vous voulez, c'est tout un courant dont lui est l'un des fondateurs, si vous voulez. Alors justement, expliquez-nous cette notion dont il parle d'anarchie interétatique comme arrière-fond du cosmopolitisme globaliste. Qu'est-ce que ça signifie ? Plus exactement, en fait, c'est pas que lui qui parle de ça, en théorie des relations internationales, on considère que les États-nations, si on veut, évoluent dans un système qui est marqué par une anarchie entre les acteurs étatiques. Cela signifie que parce que je pars du point de vue globaliste au départ, donc en théorie des relations internationales, les globalistes politiques considèrent que cette anarchie qui continue d'exister entre les États est problématique parce qu'elle est cause de guerre.
Et donc, il faut finalement arriver à dépasser cette anarchie interétatique par la constitution et l'élaboration progressive d'une autorité supra-étatique, une forme d'État mondial qui encadrerait les États-nations. Finalement, les réalistes, eux, pensent que cet état d'anarchie interétatique est l'état normal des relations internationales, c'est-à-dire que les États sont les garants ultimes de la souveraineté, et finalement, entre eux, il existe effectivement une forme d'état de nature. Alors dans le paradigme réaliste des relations internationales, l'état de nature, à l'état de nature, l'homme n'est pas bon en fait. Il est pas forcément mauvais non plus. Ça dépend des théoriciens. Il est manipulable peut-être. En fait, il est dans une situation dans laquelle il doit lutter pour sa propre survie et pour des ressources accessibles limitées. Donc au départ, les groupes humains, à l'état de nature, si on veut, se font naturellement la guerre, en fait. Et à la fois, ils coopèrent face aux autres groupes, mais ils se font aussi la guerre. Et en fait, ce qui va progressivement faire sortir l'homme de l'état de nature, c'est justement le politique et la constitution d'abord de groupes humains organisés, puis de cités-États, puis d'États-nations. Et finalement, les réalistes considèrent que l'État-nation est plus ou moins le système le plus abouti pour policer l'homme, hein, c'est-à-dire le faire rentrer dans la police, dans la cité, et que finalement, ce qu'il y a au-delà, eh bien, cette anarchie interétatique, le meilleur moyen d'éviter les conflits trop graves, c'est que les États entre eux puissent interagir entre eux sans être parasités justement par une autorité supra-étatique. Les globalistes, eux, considèrent que cet état d'anarchie interétatique, et ça c'est depuis Kant jusqu'à Karl Popper, jusqu'à donc même à Soros, ces gens-là, pose un problème parce que finalement, et donc ils veulent élaborer cette autorité supra-étatique. Voilà. Après, se mêle aussi, et ça c'est la suite du livre, derrière ces prétextes, on va dire, un peu humanitaires et pacifistes, entre guillemets, des intérêts bien compris de gens qui ont un intérêt à concevoir une forme politique supra-étatique. Voilà. C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sont notre unique soutien. Alors merci à tous et merci de votre fidélité. Alors on va revenir aux travaux de Carl Schmitt qui dit que, alors pour lui, en ce qui concerne en tout cas le globalisme, pour lui, il n'y a pas d'état mondial par nature et pour lui c'est irréalisable, c'est pas concrétisable, c'est utopique même. Alors oui, pour lui, parce que c'est un réaliste justement, donc pour lui, en fait, le politique, le critère du politique, c'est la distinction entre amis et ennemis en fait. Donc on se regroupe politiquement parce que on a un autre groupe finalement humain qui va être antagoniste en quelque sorte. Et donc vouloir faire que tous les humains soient regroupés sous une seule forme étatique, c'est par nature impossible et ça aboutirait à quelque chose qui n'est plus politique, mais qui serait d'une autre nature. Et en fait, ça c'est ce que j'avais étudié même dans les précédents ouvrages, je pense que c'est aussi pour ça que les globalistes mettent en forme toutes sortes de menaces à l'échelle mondiale, justement pour pousser cette intégration. Donc il faut, pour créer une forme politique globale, il faut, et que les transferts de souveraineté s'effectuent, il faut qu'il y ait un ennemi de l'extérieur. Bon, et cet ennemi doit être global. Et le meilleur ennemi global, ça va être par exemple les maladies, ça va être le réchauffement climatique, ça va être des phénomènes naturels où voilà, tant qu'un ennemi, on va dire, je crois que même Carl Schmitt disait à l'époque, même tant que un ennemi presque extraterrestre ne s'est pas manifesté, il n'y a pas de moyen d'unifier la Terre en un seul groupe politique uni, parce qu'il y aura toujours des intérêts divergents. Et on le voit dans la séquence actuelle dans laquelle on rentre, c'est une séquence où justement de fracturation de cette volonté d'ordre mondial. Mais les cosmopolites ne lâchent pas cette idée-là en fait. Hein. C'est un horizon pour eux en fait. Bah c'est ce que j'allais justement vous dire, parce que c'est tout le projet justement des globalistes et c'est pas un projet qui est récent, et on va le voir dans votre livre parce que vous revenez quand même à la genèse de cet esprit globaliste. La société ouverte, qui est-elle exactement quand vous parlez de société ouverte? Société ouverte, c'est vraiment ce que j'ai développé dans le premier livre, justement,
par rapport à la filiation de Karl Popper à Soros. Et en fait, c'est une thématique que va développer Karl Popper. Bon, le terme société ouverte est aussi utilisé par Bergson à peu près à la même époque, mais Karl Popper, lui, va lui donner vraiment une acceptation, une acception plus spécifique et plus rationaliste. Et en fait, c'est finalement la société ouverte, c'est tout ce qui est libéral, démocratique, marqué par une prédominance du commerce et du marché sur le politique, et qui tend justement vers l'unification globale. C'est le cosmopolitisme. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que à la fois chez Popper et encore plus chez Soros, ce n'est pas un contenu réellement positif, c'est surtout un contenu négatif, dans le sens que c'est un contenu critique. C'est-à-dire, dans le livre de la société de Popper, son livre s'appelle La société ouverte et ses ennemis. Donc ce qui définit, et là en fait, paradoxalement, Popper est presque schmittien, c'est-à-dire ce qui définit la société ouverte, ce sont les ennemis de la société ouverte. Donc ce sont tous les régimes qu'on appelle maintenant illibéraux, c'est-à-dire non libéraux, quelle que soit leur nature en fait, et quelle que soit leur idéologie. Et en fait, ça, au départ, Karl Popper, c'était une vision plus théorique qu'il a élaborée justement à l'époque. Il était en exil pendant la Seconde Guerre mondiale et il a élaboré cette théorie à la fois pour contrer le communisme et le nazisme depuis le point de vue libéral. Voilà. Soros va reprendre ces thématiques-là et va en faire un peu l'étendard de son action dans le monde. Et c'est là que ça devient plus ambigu, puisque à la limite on pourrait dire Karl Popper c'est plus un théoricien, Soros c'est un activiste, et surtout c'est quelqu'un qui a des intérêts financiers et politiques bien concrets. Et donc il va utiliser cette thématique de société ouverte contre les ennemis antidémocratiques pour faire avancer ses intérêts à lui dans le monde. Donc Soros étant un spéculateur financier multimilliardaire, il va utiliser sa puissance financière pour élaborer tout un réseau d'ONG qui s'appelle justement l'Open Society Foundations, les fondations pour une société ouverte. Donc société ouverte, c'est donc planétaire. Et donc enfoncer tous les ennemis finalement de cette société ouverte et les subvertir par tout un tas de ce qu'on appelle des technologies politiques. Voilà. Et donc en fait, mais là où ça n'est pas, comment dire, en fait, c'est une vision qui tend à évacuer justement. C'est pour ça que le premier chapitre, je l'ai appelé cosmopolitique contre géopolitique, parce que c'est une vision qui tend à évacuer la réalité des rapports de force, pour nous présenter un petit peu voilà, un idéal pacifiste universel, mais porté par les gens les plus riches et les plus puissants de la planète. Donc il faut toujours se demander quels sont les intérêts qu'il y a derrière. Voilà. Et l'intérêt de remonter à Carl Schmitt et des gens comme ça, c'est pas de faire. En fait, le réalisme politique, c'est ça. C'est pas. Carl Schmitt s'est fourvoyé en avec le national-socialisme, mais le réalisme politique, lui, c'est de voir le politique comme l'essence du politique comme le rapport de force. Voilà. Donc, rapport de force entre les différents acteurs. Et c'est ça qui compte en fait. Et tous ces globalistes veulent nous dire non, mais il n'y a pas de rapport de force. Ce qu'on fait nous, c'est dans l'ordre des choses. C'est dans l'ordre des choses que ça aille selon notre vision et en fait selon nos intérêts. Et ça cache toujours des intérêts. C'est un peu ce que les marxistes appelleraient la lutte des classes. Il y a toujours des classes en lutte et des intérêts en lutte. Et c'est ça qu'il faut arriver à voir derrière l'idéologie qui nous est imposée. Alors cette stratégie globaliste est en tout cas très structurée. Il y a tout un chapitre dans votre livre qui est consacré au CFR, le Council on Foreign Relations, qui est une agence et un réseau privilégié de l'élite politico-financière globaliste américaine. C'est aussi l'antichambre du pouvoir politique américain chargé d'assumer la continuité de son hégémonie sur le monde depuis sa fondation. Alors comment s'organise-t-il et comment fonctionne-t-il? Et ensuite, on fera aussi, parce que vous l'avez fait dans votre livre, un parallèle entre le CFR sous la gouvernance d'Obama et le CFR sous la gouvernance de Trump pour un peu mieux comprendre en fait. Le CFR justement va s'élaborer à la fin après la Première Guerre mondiale.
sous l'impulsion de tous ces milieux diplomatiques, militaires, qui sous Wilson avaient élaboré le traité de Versailles. Suite à ça, il fallait créer une espèce d'organe, si on veut, qui permettrait d'intégrer plus les élites donc anglo-américaines. Donc le CFR devait finalement au départ, il devait être fondé un organisme commun transatlantique anglo-américain. Et finalement, comme ça, à l'époque, ça n'a pas pu être fait parce que les intérêts étaient encore, malgré tout, il y avait des oppositions d'intérêts. Ça a été scindé en deux instituts, le CFR américain et le Chatham House britannique. Les deux coopèrent ensemble. Et finalement, ça, c'est un des chapitres du livre. Je montre que les vrais décideurs de l'Occident sont à chercher au sein de ce genre d'organismes qui sont pas des c'est pas des sociétés secrètes ou des loges ou je sais pas quoi, ce sont des think tanks qui sont chargés d'élaborer les stratégies en gros de conservation du pouvoir et de l'élite financière politico-financière en Occident et d'habiller ça de manière la plus présentable possible en quelque sorte. Et après il y a des courants différents au sein même de ces think tanks. Les gens du CFR ne sont pas forcément les mêmes que les néoconservateurs purs. Voilà, donc il y a des vrais affrontements au sein de ces groupes de pression en fait. Et donc il y a une continuité depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à nos jours, donc pendant un siècle, de ce CFR, de l'action de ce CFR sur la politique étrangère américaine. Et il va vraiment prendre de l'ampleur au moment de la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite jusqu'à nos jours. Et toutes les administrations présidentielles américaines sont pleines de gens qui sont passés par le CFR, particulièrement sous Biden. Et en fait, particulièrement, on pourrait dire, sous les démocrates, mais en fait aussi sous les républicains. Et c'est vrai qu'il y a eu le moment de Trump, où là le CFR a été un peu moins représenté dans l'appareil politique. Mais en fait là il y a une vraie, si on veut, c'est comment dire, le monde politicien change. Ce genre d'organisme-là assure une continuité. C'est pour ça que, parce qu'on dit souvent, oui, mais comment le système finalement occidental fait-il à tenir avec les changements électoraux et autres. Alors, il y a une certaine instabilité, mais c'est une instabilité de surface qui touche finalement les populations. Mais le cœur de la machine, lui, ne bouge pas et n'est pas démocratique. Et il se renouvelle pas selon les principes du vote ou de l'élection. Ce qui nous est donné à voir, ce n'est que finalement, ce n'est que le personnel qui nous gère nous, mais c'est pas ceux qui gèrent le personnel qui nous gère nous. Eux fonctionnent selon d'autres modalités, voilà. Et donc je parle aussi si vous voulez, du club Bilderberg aussi, qui est un peu le pendant euro-atlantique du CFR. Et en fait, vous avez tout ce réseau de différents think tanks qui, à mesure que l'hégémonie occidentale globaliste s'est étendue, eh bien, il crée des nouveaux organismes de ce type-là. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, a été créé le club Bilderberg pour intégrer là les élites européennes au système atlantique. Puis, dans les années 70, au moment de la guerre froide, ce fut la commission trilatérale pour essayer d'intégrer tous les pays d'Asie du Sud-Est dans cette politique de containment de l'URSS. Voilà. Et donc, et progressivement, après au moment de la chute de l'URSS, d'autres think tanks comme la Fondation Gorbatchev, le State of the World Forum ont été créés pour intégrer là le monde post-soviétique. Soros a été très actif à ce moment-là, justement pour développer son réseau dans ces pays-là. Maintenant, tout ce système-là s'est grippé dans ces pays, mais le but des cosmopolites reste le même. Ils tiennent l'Occident et ils veulent étendre cette hégémonie au reste du monde. Maintenant, ça devient plus compliqué, donc ils sont en train de changer d'un petit peu
de tactique. Alors effectivement, il faut s'imaginer le CFR comme ayant un peu des tentacules à travers le monde. Et dans votre livre, vous parlez de plusieurs personnages clés. Et je vais en citer un. C'est une femme. Il s'agit d'une femme. Vous dites c'est un personnage clé de la société ouverte. Et il s'agit de Daniela Schwarzer. Vous dites le parcours est assez impressionnant. Et je vous cite, vous dites qu'elle est la cheville ouvrière du globalisme politique en Europe et en Allemagne. Elle est aussi une contributrice du think tank Terra Nova, qui se dit progressiste et indépendant sur son site internet, mais que vous qualifiez de globaliste. Alors un mot sur cette dame, Daniela Schwarzer, et aussi sur Terra Nova, qu'on connaît quand même bien, assez bien. Oui, mais alors justement, ça c'est un exemple de personnel politique qui n'est pas connu en fait du grand public, mais qui a une plus grande influence que finalement les hommes politiques élus, et qui est passé un petit peu du monde à la fois de l'Open Society, puis qui dirige le German Council on Foreign Relations, qui est la version allemande européenne en fait, si on veut. Donc parce qu'il y a le CFR américain, puis le European Council on Foreign Relations, le German Council on Foreign Relations. Donc tous ces instituts visent à capter les élites, en fait les ressources, parce que la première ressource d'un pays, ce sont ses élites, ces élites formées en fait, à les capter, à leur proposer une carrière finalement, et en fait à en faire un réseau en fait. C'est pour ça que moi je vois plus les choses en termes d'affrontement de réseau. Et je vois beaucoup les choses comme ça en fait. C'est souvent même un peu, on va dire, par rapport à la sphère un peu dissidente en général. Et moi je vois pas les choses en termes tellement de bien et de mal. Enfin après il y a le bien et le mal en soi, mais dans le politique c'est le rapport de force. Et il faut bien intégrer ça pour ne pas se faire même manipuler. C'est-à-dire, tout est rapport de force dans le champ politique. Et en fait dans le champ politique c'est pas les gentils et les méchants, c'est les puissants et les impuissants, dans le sens les capables de faire quelque chose et les incapables de faire quelque chose, parce que le terme de puissance dans le champ des relations internationales est central, puisque c'est la capacité de pouvoir interagir avec les autres acteurs et d'imposer ses objectifs. Voilà. Ces gens-là ont trouvé le moyen de subvertir le politique classique et le jeu des puissances classiques par tout cet ensemble de réseaux, justement, et en jouant aussi sur cette idée de société civile contre pouvoir politique quand c'est nécessaire. Et donc c'est assez habile. Et bon, cette dame que vous avez citée, Daniela Schwarzer, elle est l'une des multiples personnalités qui est dans ce système-là. Mais effectivement, on voit que, par exemple, on la retrouve dans différents organismes clés. Donc on voit qu'il y a certaines personnalités qui ont une vraie responsabilité dans ce qui se passe et sont plus impliquées ou plus importantes que d'autres dans le rôle qu'elles assument. Alors une autre personnalité aussi clé, c'est Peter George Peterson, qui a été président, lui, par contre, du CFR de 1985 à 2007. Et le Los Angeles Times écrivait en 2012 dans un article qu'il était le milliardaire le plus influent des États-Unis devant George Soros. Oui. Alors c'est aussi quelqu'un qu'on connaît un peu moins. Bon, aujourd'hui il est décédé depuis 2018. Alors ça a été quoi son rôle de personnage influent Justement, lui, en tant que président du CFR, c'était quelqu'un qui coordonnait beaucoup de cette vision globaliste. Alors bon, quand le New York Times dit est-ce qu'il est plus puissant, plus influent que Soros, ça concrètement j'en sais rien, mais ça montre bien sous tout cette opacité et ce milieu. En fait, c'est comment dire, nous on évolue dans une certaine sphère et eux dans une autre en fait, et ils ont élaboré des outils pour finalement progressivement prendre le contrôle sur les systèmes dans lesquels nous vivons et dans lesquels eux nous font vivre et nous amènent progressivement selon leur vue. Alors on peut dire bon, le politique ça a toujours été ça, c'est des minorités qui agissent dans le sens de leurs intérêts, mais là le problème c'est en fait tant que ces minorités ont un projet qui ne rentre pas complètement en opposition avec le bien commun du plus grand nombre, finalement tout le monde s'arrange de ça, et puis oui, il faut bien qu'il y ait des décideurs. Quand les décideurs ont un projet
qui est complètement opposé, voire nuisible à l'intérêt du plus grand nombre, là, ça commence à poser un problème. Après, effectivement, ce qui est problématique, c'est que les gens, en fait, on est plongé dans la confusion et on ne voit pas bien qui coordonne tout ça. Et c'est ce que j'essaye de faire un peu dans mon travail. Normalement, après, une fois que ce travail a été effectué, moi, ça fait des années que je travaille sur ces sujets-là. Des gens comme Youssef Indy, comme d'autres, travaillent sur ces sujets-là. Normalement, une fois que ce travail est effectué, ça serait à des politiques ou à des réseaux politiques de reprendre ce travail-là et de faire en sorte de rétablir le bien commun. Les analystes ne peuvent canaliser, en quelque sorte. C'est ça le problème. Et pourquoi, à votre avis, justement, les politiques ne le font pas alors? Puisque les travaux existent, c'est là, c'est... Mais ils le font pas parce que, en fait, il y a toute une hiérarchie, en quelque sorte, qui s'est élaborée au fil des ans, où le pouvoir, où le politique n'est que l'extension de ces intérêts-là. Et dès qu'émerge une alternative politique, elle va aussitôt être phagocytée, ou bien on va créer un miroir, comment dire, une offre miroir pour justement capter l'intérêt de la population, qu'aurait la population vers cette offre alternative, vers une opposition contrôlée en quelque sorte. Donc c'est très compliqué et tout ce qui existe, hein, bon, ça, maintenant je suis arrivé à cette conclusion-là, tout ce qui commence à exister de manière significative est aussitôt pénétré, subverti, et a en son sein des agents d'influence qui font le travail du réseau mère en quelque sorte. Hein. Donc c'est le problème, il est là. Donc effectivement, mais pour autant, vu les actions qui sont entreprises de transformation progressive mais permanente de la société, dans l'intérêt de ces élites, eh bien, on le voit, et ça s'est accéléré avec le Covid, une part significative de la population qui comprend qu'il y a un problème. Maintenant, transformer ça politiquement, c'est autre chose. Mais par contre, déjà, soi-même comprendre qu'il y a un problème et finalement rentrer en quelque sorte, déjà être prêt à un moment donné à être en état de sécession, même déjà cognitive avec ce qui se passe, c'est déjà le premier pas pour gripper leur système en fait. On va revenir rapidement sur la question d'opacité du CFR, parce que vous soulignez le caractère secret, notamment des réunions qui sont généralement interdites aux journalistes. C'est le Bilderberg. Plus. C'est plus le biais. Oui. Alors après, le CFR fonctionne comme un think tank, donc il est réservé à ses membres, avec un niveau d'adhésion, enfin, je dirais assez élevé, quoi. Enfin, il faut payer assez cher pour faire partie de ces clubs-là. Mais le Bilderberg, l'opacité est encore plus grande, puisque même quasiment aucun journaliste n'est autorisé, sauf un ou deux médias. Enfin, c'est vraiment. Et par exemple, l'an dernier, on parlait, je sais plus si c'était le G20 ou je sais plus qui s'était réunis au même moment, et on parlait que de ça, mais au même moment se réunissait en Europe même, à Lisbonne, je crois, le club Bilderberg, qui donc depuis 1953, je crois, ou 55, je sais plus maintenant, réunit effectivement tout le Gotha. C'est un petit peu comme en France, c'est pour ça que vous avez tout ce monde des think tanks. En France, vous avez par exemple le club le siècle, les dîners du siècle, qui réunissent des membres du monde politico-médiatique, des affaires, et qui se réunissent pour coordonner en quelque sorte leurs actions. Eh bien, le Bilderberg, c'est ça, mais à une échelle encore plus grande et encore plus intégrée, avec vraiment des travaux auxquels doivent assister les participants. Et voilà, donc c'est très dur de savoir ce qui se fait réellement, ce qui se décide ou pas. Dans quelle mesure ce sont des organes, comment dire, vraiment de coordination des actions des gens qui y participent ou pas. Voilà, donc donc moi j'étudie ça avec les informations auxquelles j'accède, mais c'est quand même j'étudie ça depuis le point de vue qui est le mien, c'est-à-dire un simple citoyen qui s'intéresse à ces choses-là et qui n'est pas partie prenante de ça. Donc et là à nouveau, lutte des classes en quelque sorte. Eh bien moi j'ai le point de vue de ma classe sociale en fait, qui s'interroge sur ce qui sont ces décideurs et ce qu'ils font pour nous. Voilà, donc c'est au départ, moi, l'analyse
que je fais est une analyse politique. C'est-à-dire c'est même du fait de l'impuissance politique que j'en suis arrivé à analyser vraiment ce qui se passait, parce que je me disais, en fait, toutes les alternatives qu'on va essayer, ça ne marche pas. Donc, comment fonctionne ce système? Et là, j'ai commencé à essayer de le déconstruire, en fait. Et dans ce cas-là, ça s'apparente plus à une société secrète, alors? On peut le voir comme ça, oui. Mais après, je pense qu'il y a différents niveaux d'intégration de ce système-là. Et dans ce livre-là, c'est vrai que je rentre pas trop sur les aspects là qui seraient vraiment de société secrète ou là je parle de ce qui existe, en fait, de ce qui est revendiqué, en fait. Après, avec le Bilderberg, effectivement, on commence à rentrer dans un domaine qui est réservé. Après, que l'État, que les systèmes de pouvoir sont toujours opaques, voire secrets. C'est obligatoire, en fait. Mais tout dépend de quelle est la nature de ce secret. Si c'est un secret qui vise à protéger l'ensemble du système contre des systèmes hostiles, c'est pas la même chose si c'est une cabale de gens qui se sont réunis pour prendre le pouvoir selon leurs intérêt à eux. Voilà, donc c'est genre dans le cas d'un système souverainiste qui se mettrait en place, eh bien il y aurait forcément aussi un secret de la raison d'État qui serait de préserver les intérêts. Mais c'est pas la même chose entre le culte du secret et on va dire effectivement le fonctionnement des sociétés secrètes et ce fonctionnement-là naturel des États. Alors on va aborder maintenant la finalité du projet, et dans l'idéologie de la société ouverte, l'objectif premier est d'espérer la disparition d'une semi-périphérie qui se diviserait en un noyau et une périphérie. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Non, alors ça oui, parce que je parle, si vous voulez, comme ce livre, dans la première partie, je parle des théories en relations internationales, des différentes théories, donc particulièrement la théorie globaliste et la théorie réaliste. Ensuite, je parle de ces organismes qui sont les think tanks, qui sont les vrais décideurs de l'Occident. Et ensuite, je parle là du système proposé par Immanuel Wallerstein, et qui est un géopolitologue et qui a parlé de système monde. Voilà. Et il montre, pour lui, le monde est un système géopolitique intégré, organisé en 3 zones. Voilà. Donc, et effectivement, il y a une zone principale, une zone centrale, et ça, en fait, ça serait l'Occident en quelque sorte, l'Occident au sens large, parce que les gens souvent, le problème, c'est que par exemple sur ce thématique d'Occident se chevauchent deux perceptions. Il y a l'Occident, je dirais, classique, auquel on pense, en fait, ça serait finalement l'Europe, et puis le monde, les colonies de l'Europe américaine, si on veut, et puis il y a l'Occident, réellement l'Occident politique, comme l'appelle maintenant, comme on l'appelle par exemple en Russie. Et l'Occident politique, ça n'est pas ce n'est pas la civilisation européenne, c'est déjà c'est centré sur l'Atlantique, c'est le couple anglo-américain, et puis c'est tous les intérêts stratégiques de ce couple anglo-américain, dont l'Union européenne. Voilà, là on voit en ce moment les accords qui ont été passés entre Union européenne et Nouvelle-Zélande sur l'échange de production agricole et autres. Bon, ça c'est typiquement une volonté de renforcer l'intégration occidentale de l'Europe, voilà, parce que l'Europe pourrait avoir une destinée différente. Justement, elle pourrait, une Europe indépendante serait plus ancrée sur l'Eurasie et sur les échanges avec la Russie et la Chine, que sous cette dépendance anglo-américaine. Et en fait, ce que j'analyse dans le livre, c'est que finalement, toutes les guerres desquelles nous sommes contemporains se jouent là où se sont toujours jouées les guerres depuis un siècle et même avant, en fait, sur les zones qui séparent l'Europe de l'Eurasie, en fait, ou le Moyen-Orient de l'Eurasie. Donc si on se place à l'échelle justement du système monde, on voit que pour les mondialistes, la clé, c'est ce que Brzezinski a appelé le grand échiquier, c'est l'Eurasie, c'est-à-dire la continuité
tricontinentale, même c'est l'île mondiale, comme l'appelait Mackinder, c'est-à-dire c'est l'Eurasie et l'Afrique. Et ça forme une île mondiale, une masse terrestre globale. Et si on regarde à l'échelle de la planète, l'Occident politique réel est finalement périphérique, c'est-à-dire les couples anglo-américains, puis ses alliés stratégiques, Australie et autres, sont extérieurs à cette île mondiale. Et ils doivent absolument avoir des têtes de pont et s'arrimer à cette île mondiale pour tenir le système monde. Voilà. Et tout l'enjeu est là. Et toutes les guerres qui se déroulent, elles se déroulent toujours finalement à la frontière, à la ligne de fracture entre cet Occident politique et cette île mondiale. Et on le voit en Ukraine, maintenant en Palestine, les tensions à Taïwan, tout ça, c'est tout le long d'un pourtour eurasiatique qui court de l'Atlantique à l'Asie du Sud-Est, et là où les globalistes doivent faire en sorte que ce que les géopolitologues anglo-saxons appellent le Rimland, c'est-à-dire tout ce pourtour asiatique, ne s'arrime pas avec le Heartland qui est tenu par la Russie et la Chine. Alors justement, vous parlez de Mackinder, je vais citer quand même ce qu'il a résumé lui à son époque. Alors je rappelle qu'il était spécialiste britannique de la géopolitique, il a vécu fin 19e siècle jusqu'à la mi-20e siècle. Voilà, après il est mort après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc il dit... Voilà, je cite, qui tient l'Europe orientale tient la Terre centrale, qui tient la Terre centrale domine l'île mondiale, qui domine l'île mondiale, domine le monde, c'est ce que vous venez de donc l'île mondiale, ça, c'est la continuité Europe-Asie et l'Afrique. Et toutes les guerres, on voit les guerres dans le Sahel, c'est toujours et tout ça a été très bien conceptualisé par Mackinder et ses successeurs, parce qu'ils ce sont vraiment les penseurs de l'hégémonie en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Mackinder, en fait, il y a un cycle finalement dans l'hégémonie globaliste en fait, c'est-à-dire qu'on passe alternativement de l'impérialisme au cosmopolitisme. Voilà. Et quand le cosmopolitisme rentre en crise, eh bien là, c'est l'aspect impérialiste qui revient. Et là, on le voit à notre époque, on est en plein dedans. C'est-à-dire le cosmopolitisme, le monde de la fin de l'histoire qui nous était vanté depuis la fin de l'URSS, donc de 91 jusqu'au début du 21e siècle. Eh bien, cette hégémonie-là rentre en crise. Donc ce cosmopolitisme un petit peu à visage humain, heureux, justement sorosien, est en crise. Donc maintenant, on rentre de nouveau dans la phase de crispation et impérialiste, comme exactement à l'époque de Mackinder, finalement. Et là, les rapports de force vont être de plus en plus difficiles à masquer par le discours pseudo-humanitaire de la société ouverte. Alors, on va parler maintenant de l'Eurasie. C'est l'autre partie de Je vais peut-être anticiper un peu sur le... Non, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Que fait-elle pour s'opposer à la société ouverte? Et je vais citer une petite phrase de votre livre où vous dites « Le grand échiquier, c'est précisément l'Eurasie, là où se joue le destin et la forme de l'ordre mondial. » Oui, parce que c'est en Eurasie, donc à l'échelle de ce méga continent, si on veut, parce que dans la perception globaliste et anglo-américaine, c'est vraiment, même les Anglais déjà sont une île par rapport à cette masse mondiale, et donc en fait, comment tenir pour les puissances thalassocratiques, comme les avait appelées Carl Schmitt, donc puissance de la mer, comment tenir cette masse terrestre globale? Eh bien, en prenant pied sur le long du pourtour eurasiatique et sur ces véritables sous-continents que sont l'Europe, le Moyen-Orient, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, et qui sont en fait les territoires historiquement, économiquement les plus dynamiques, les plus riches, de là où sont sorties les principales religions du monde. Et donc il faut empêcher que ces zones stratégiques ne s'arriment en quelque sorte et ne coopèrent avec le centre, le cœur, donc c'est pour ça qu'il parlait de Heartland, le cœur terrestre de cette masse eurasiatique qui est tenu par la Russie et par la Chine. Alors le Heartland se déplace aussi un peu selon les intérêts et l'ennemi justement de la société ouverte de l'époque, puisque pour Mackinder, c'était en fait le principal, c'était d'empêcher la jonction Allemagne-Russie, par exemple. Et donc,
comme à notre époque, hein, donc comme avec la guerre en Ukraine, il fallait créer une marqueterie d'États tampons entre Allemagne et Empire russe, et puis ensuite et donc par exemple le cauchemar un peu stratégique des globalistes fut le pacte germano-soviétique, où là était neutralisé en fait la guerre intra-eurasiatique, et les deux principaux pôles de puissance se faisaient un accord de non-agression. À ce moment-là, ça devenait très problématique pour les intérêts thalassocratiques en Eurasie. C'est pour ça qu'un Carl Schmitt, par exemple, ou des conservateurs comme Carl Schmitt ont pu soutenir à ce moment-là les nationaux-socialistes, parce qu'ils pensaient que finalement, derrière leur idéologie qui se voulait révolutionnaire, ils allaient devenir réalistes. L'attaque contre l'URSS a montré que finalement non. Et donc, puisque là, l'Allemagne s'est retrouvée à briser cette neutralisation et s'est retrouvée prise entre les deux fers. Et là, on voit aussi, là c'est intéressant, il y a beaucoup d'études qui sortent maintenant sur ça, sur l'anglophilie en fait, et même l'américanophilie en quelque sorte un peu d'Hitler, qui finalement se disait toujours, bon, les Occidentaux et les Anglo-Américains vont comprendre que nous, les Allemands, finalement, on est dans le même camp face à l'Asie, et finalement, ils vont se ranger à nous, ils vont accepter ce partage du monde. Mais évidemment, ils ne l'ont pas accepté, et ils ont juste fait ce qu'ils font à toutes les époques, c'est-à-dire ils ont joué l'un contre l'autre, et ils ont soutenu les soviétiques pour prendre les nationaux socialistes à revers, mais dès que la défaite nazie a eu lieu, eh bien la guerre froide a reprise entre les deux blocs, parce que c'était le nouvel ennemi là, reculé vers l'URSS. Voilà. Et à chaque fois, il faut empêcher la jonction entre les puissances eurasiatiques principales. Alors, quels sont les pays ciblés par la société ouverte en Eurasie ? Et à notre époque, justement, la jonction stratégique, c'est entre Union européenne et Russie et Chine. Voilà, donc ça c'est clair. Idem sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Un mois avant le déclenchement de l'attaque du Hamas, il y a eu la signature de couloirs stratégiques parallèles aux routes de la soie, qui là partiraient de l'Inde, passerait par les Émirats arabes unis et arriverait jusqu'au port d'Haïfa en Israël, et ensuite via Haïfa vers l'Europe, avec des couloirs de transit, y compris énergétiques, de production dite d'hydrogène. Et là, les globalistes sont en train de rentrer dans dans la phase de confrontation dans laquelle ils sont. Ils vont essayer de jouer la carte de l'Inde contre la Chine. L'Inde qui est à la fois dans les BRICS et à la fois très proche des Américains, et qui donc va être les Anglo-Américains vont essayer de jouer sur l'Inde contre les BRICS, contre la Chine. Et en fait, c'est pour ça que tout est rapport de force, parce qu'il n'y a pas de et une autre chose importante à comprendre, c'est dans un système où existe l'arme atomique, l'arme nucléaire, il y a l'idée de la destruction mutuelle assurée. Donc aucun des acteurs stratégiques du système monde ne peut finalement aller jusqu'au bout de son projet, si on veut, parce que il y a cette problématique de la destruction mutuelle assurée qu'il n'y avait pas en 1945. C'est pour ça que les Occidentaux ont pu aller très loin. Ils étaient les seuls à détenir l'arme atomique. Si l'Axe avait eu l'arme atomique, ils auraient été forcés de négocier, et il y aurait peut-être eu une forme de guerre froide entre la partie du monde tenue par l'Axe et l'Occident. Donc cette question de l'arme atomique est clé. Et la prolifération nucléaire fait qu'on voit que les États qui sont attaqués frontalement, comme la Syrie et autres, ce sont des puissances non nucléaires. Les autres États vont être subvertis de l'intérieur et par d'autres technologies politiques. Donc dans ce système où aucun des acteurs ne peut prendre le pas complètement sur les autres, tout est un rapport de force permanent de tous avec tous, quoi. Alors est-ce qu'on peut parler du cas de la Birmanie ? Qui est un pays convoité par George Soros d'ailleurs. Et vous dites que ce pays a un intérêt géopolitique en quoi ? Ben justement, de la même manière que c'est un pays du Rimland eurasiatique, et qui, alors là, comme à Gaza, hein, il y a des ressources gazières et pétrolières importantes
au large de la Birmanie. C'est aussi une zone clé de la production et du trafic de drogue dans le monde, le deuxième après l'Afghanistan. D'opium. Voilà, donc là aussi, et de production de méthamphétamine et autres. Donc c'est parce que sinon il y a les guerres pour les flux énergétiques, il y a les guerres pour les ressources, même pour les flux humains en fait, pour les ressources stratégiques que sont les flux humains et le trafic d'humains, et les guerres pour le trafic de drogue et l'accaparement des centres de production et d'acheminement de drogue. Ben, la Birmanie est un territoire clé là-dessus où étaient impliqués donc les réseaux Soros depuis longtemps et où ils ont été chassés depuis l'arrivée de la junte militaire pro-chinoise. Donc là, on a et là, c'est une reproduction au XXIe siècle de ce qu'il y avait au XIXe siècle entre les Britanniques et déjà la Chine avec les guerres de l'opium. Les populations asiatiques ont gardé la mémoire de ces guerres-là ou du siècle, de ce que les Chinois appellent le siècle de l'humiliation. Donc, ils savent très bien qui ils ont en face. C'est-à-dire que nous, les populations européennes, on ne sait pas qui nous gouverne. Et donc, on comprend mal, là aussi, le différentiel même avec ces autres populations qui... le problème là, c'est que nous, en Occident, nous sommes... souvent, c'est ce que je dis aux gens on va dire extérieurs un peu à l'Occident politique, je veux dire, mais nous, les premiers occupés, c'est nous. Alors ça, commence en Russie, ça, ils le comprennent assez bien, même les discours de Poutine vont dans ce sens-là, mais les Européens sont les premiers occupés par la puissance occidentale. Ça se voyait moins dans la phase ascensionnelle économique. Maintenant, depuis quelques années, ça se voit toujours plus. Et clairement, on a le même ennemi en quelque sorte, mais il est plus difficile à identifier qu'un impérialisme classique, parce que justement il a mis en place tous ces technologies politiques et ces outils, et là c'est dans le premier livre, je parlais beaucoup de ça, de cybernétique et d'ingénierie sociale pour se dissimuler en fait. On va revenir un petit peu sur la Chine. Quelle est la position de la société ouverte face à ce grand pays? Vous dites que Klaus Schwab entretient de bons rapports avec le président chinois Xi Jinping, alors que George Soros ou Steve Bannon sont en totale opposition avec le pays. Qu'est-ce que cela traduit en fait? Alors, ce que je montre, c'est que là, par rapport à Steve Bannon, je montrais que en fait, il y avait une convergence finalement. Vous voyez, même entre les nationalistes américains ou les pro-Trump et même les globalistes sur cette question de la Chine, puisque que ce soit Bannon, Tucker Carlson, Trump lui-même, sur la Chine, ils ont plus ou moins le même discours que Soros. Ce qui est logique, parce qu'en fait, là. Pourquoi la divergence Soros-Schwab? Je pense que c'est la divergence intérêt anglo-américain, intérêt plus mondialiste, mais continentaux, allemands en quelque sorte, ou centrés sur l'Europe. Et donc il y a une vision qui est quand même différente. Et on a finalement l'aile vraiment anglo-américaine des globalistes qui ne veut pas d'un partage du monde, qui veut vraiment imposer un système monde où c'est toujours l'Occident qui contrôle ce système. Et puis on a des globalistes qui seraient plus, quand on lit même dans le fameux livre de Schwab, la coécrit avec Malray, la grande réinitialisation, il parle à la fin d'une vision quantique de la géopolitique, où finalement presque chaque puissance a un peu sa manière de voir les choses et qu'il faut arriver à essayer de rentrer là-dedans. Donc ça n'est pas évidemment pas la multipolarité, mais c'est une vision qui est déjà plus multilatéraliste que celle des anglo-américains ou de celle des sociétés ouvertes, où il y a le bien d'un côté, et c'est le libéralisme universel, et puis les sociétés, et la société ouverte et ses ennemis. Voilà, la Chine, en tant que système autoritaire, avec un parti unique et un État qui est au-dessus de la société, c'est un ennemi de la société ouverte, point. C'est tout en fait. Qu'est-ce que ça signifie quand on parle de ces divergences entre les uns et les autres? Est-ce que ça signifie que au sein des globalistes même, qu'il n'y a pas vraiment d'idéologie unifiée, que chacun un peu agit en loup solitaire? Est-ce que ça
Non, en fait, c'est qu'il y a leur idéologie, mais il y a surtout les intérêts. Et là, les intérêts, vous pouvez avoir, quand on voit que même, ça a toujours existé, la chrétienté ou l'islam ou les grandes religions peuvent avoir la même vision au départ, et puis ça se divise, ça se fracture malheureusement en intérêts divergents. Les globalistes n'échappent pas à cette règle, que chacun veut la meilleure part du gâteau, et que c'est pas les intérêts, on va dire, d'un globaliste allemand sont pas forcément les mêmes que ceux d'un globaliste anglais ou israélien, ou voilà. Donc c'est forcément, il y a aussi des divergences. Après, là où ils sont forts, c'est qu'il y a une convergence face aux ennemis souvent. C'est-à-dire que quand même, la Seconde Guerre mondiale a montré ça. C'était que dans un moment très critique, où là, finalement, les globalistes risquaient de perdre leur hégémonie, ils ont su se coordonner face au rival stratégique de l'époque. Voilà. À notre époque, c'est plus compliqué parce que, comme je vous disais, il y a cette problématique que les rivaux stratégiques ont l'arme nucléaire aussi, et on n'est plus dans une configuration où, en fait, qu'est-ce qu'ont agité en permanence les cosmopolites depuis 1945 ? C'est le souvenir du national-socialisme et donc et de cette idéologie suprémaciste. Là, on n'est pas ils sont plus face à des rivaux qui prétendent avoir une idéologie suprémaciste. En fait, et même on le voit avec ce qui se passe en Israël, de plus en plus, on voit de quel côté serait le suprémacisme. Il est du côté occidental, en fait, avec cette partie qui va devenir de plus en plus problématique à gérer pour les cosmopolites, c'est le suprémacisme israélien. Donc et en face, vous avez des gens qui sont plus, alors que la société ouverte a un discours d'inclusion, vous avez finalement maintenant presque un cosmopolitisme alternatif qui se développe, qui est cette vision chinoise, et même russe en partie, d'un monde organisé par pôle de puissance et où chaque civilisation serait respectée. Alors après, on peut dire oui, c'est que du discours, derrière, c'est quand même des rapports de force très matériels, mais déjà au niveau de, on va dire, la prise sur le réel qu'ils vont avoir par l'idéologie, ça devient plus compliqué. Donc on va rentrer dans une période de crispation où l'Occident va être, c'est ce qu'on voit là en Israël, sur ses marges, ça a commencé en Ukraine, en Israël c'est pareil, va devoir avoir un discours de plus en plus agressif, en fait. Et donc le masque du cosmopolitisme va tomber de plus en plus et puis va devenir complètement inefficace. Alors revenons un moment sur la Chine et notamment sur la politique du gouvernement chinois concernant la population et la docilité des citoyens chinois. Oui. Est-ce qu'elle n'est pas dans un esprit, est-ce que le gouvernement n'est pas dans un esprit un peu globaliste justement ? Quand on voit les actions menées, la docilité du peuple... En Chine, vous voulez dire ? En Chine, oui, en Chine. C'est pour ça que je pense que les gens comme Klaus Schwab aiment beaucoup la Chine, parce qu'ils se disent « Ah, ça serait bien d'arriver à faire un système hybride un petit peu entre notre système et puis ce système de contrôle social poussé. » Après, comment dire, je connais pas assez le fonctionnement interne de la Chine pour pouvoir juger exactement si ce qu'on nous présente est exactement aussi coercitif que ça, et surtout dans quelle mesure, par exemple, si on regarde ces systèmes des points sociaux, oui, le crédit social, par exemple. Voilà, en Europe, moi je veux pas vivre comme ça. Mais après, je ne suis pas chinois, donc c'est pas à moi de juger si le système de crédit social en Chine, il correspond à ce que veulent les Chinois ou pas. Et déjà, est-ce que c'est vraiment un système de crédit social? Si vous perdez des points parce que vous ne vous êtes pas occupé de votre grand-mère ou autre chose, c'est pas la même chose que si vous perdez des points parce que vous n'avez pas mal trié vos déchets ou que vous avez pris trop de fois la voiture. C'est pas exactement la même chose. Donc tout dépend de ce qu'on met là-dedans déjà. Après, moi, l'infantilisation du citoyen par une espèce de système qui remplace presque Dieu, bon oui, moi je suis contre, mais moi j'étudie l'affrontement entre différents justement systèmes. Je juge pas de savoir s'ils sont bons ou mauvais. Moi je sais ce que je veux pas chez moi. Après chez les autres c'est différent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une différence de gouvernance qui pose problème aux mondialistes entre le système occidental et le système eurasiatique, si on veut, en quelque sorte. Parce que dans le système occidental, la finance
et les intérêts justement globalistes des banques ont pris complètement le pas sur le politique. Et c'est eux qui donnent la forme politique à tout l'ensemble du système. En Eurasie, c'est encore l'État qui est au-dessus, en quelque sorte, et qui quand même est l'arbitre. On le voit en Russie, on le voit en Chine, encore plus en Chine, et c'est lui qui va trancher. Donc ça pose un problème déjà systémique, on va dire, à l'intégration mondialiste, puisque comme je vous disais, leur but c'est quand même un État supra-étatique, et quand bien même si les Chinois, eux aussi, veulent arriver à une idée d'État supra-étatique, admettons, il va y avoir une concurrence entre les deux. C'est ce qui s'est passé pendant la guerre froide. Les deux systèmes étaient internationalistes, mais chacun pensait avoir un meilleur système que l'autre. Le système capitaliste libéral a gagné sur le système soviétique, donc l'internationalisme libéral a gagné, mais maintenant, là, on a d'autres systèmes alternatifs et en concurrence. Voilà. Et dans un monde en plus polypolaire, donc ça rejoint ce que vous disiez au départ sur Carl Schmitt. Pour Carl Schmitt, c'est impossible d'arriver à un système cosmopolitique intégré. Et peut-être qu'on arrive à cette échéance-là, l'impossibilité d'arriver à un système cosmopolitique intégré, en même temps l'impossibilité de revenir à un système complètement basé sur les États-nations, et donc on va arriver peut-être à une espèce de système intermédiaire, justement multipolaire, organisé plutôt par blocs continentaux. Quant à la France, dont on n'a pas du tout parlé là jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on peut dire, elle qui vit sous le joug de la société ouverte, qu'est-ce qu'on peut en dire? Si on le voit à l'échelle des blocs géopolitiques, la France, elle est dans l'Occident politique. Que ça nous plaise ou non, en fait, c'est pour ça que le souverainisme est ce qui pose le plus problème finalement aux mondialistes, parce que voilà, il faut pas que les puissances qui ont été intégrées dans ce système cosmopolitique occidentalo-centré commencent à vouloir s'émanciper. Et donc c'est pour ça que la France, elle doit rester sous le giron mondialiste. Et c'est pour ça que sa souveraineté est détricotée systématiquement. En fait, il y a un paradoxe français, c'est que en 40, la France avait perdu la guerre. Grâce à l'action de Gaulle et du souverainisme français, en fait, elle s'est retrouvée à la table des vainqueurs, mais toujours avec une position intermédiaire entre les deux blocs. Et de Gaulle a réussi à donner à la France justement une troisième voie à l'époque, et à redonner à la France son statut à la fois de puissance du Conseil de sécurité, de puissance nucléaire, et donc d'être un acteur stratégique de l'ensemble de la gouvernance mondiale. Tout ceci, après, à partir de Pompidou, a été détricoté, et de plus en plus à chaque présidence. Bon, avec la présidence Sarkozy, on a passé un cap dans l'intégration atlantique. Maintenant, avec Macron, on est encore plus. Avec Macron, on est vraiment maintenant dans la volonté d'intégrer la France à cette architecture euroglobaliste. Ça s'accélère encore plus. Et en fait, ils vont détricoter la France jusqu'à ce que la possibilité même de souveraineté française soit impossible de revenir en arrière. Voilà. Et on va être sous la pression à mesure que justement ce choc entre Occident politique et Eurasie politique, si on veut, va se renforcer. La France sera toujours plus pris en étau. Et maintenant que les conditions, on va dire, la phrase précédente, c'était le multiculturalisme et la société ouverte, et maintenant que il n'y a plus d'homéostasie naturelle de la société, elle n'est plus naturellement homogène et stable, dans une nouvelle phase, ça va être très facile d'instrumentaliser les tensions interreligieuses, interethniques et autres, pour, à la fin, pour fracturer même la France. Et pour arriver vraiment à sa régionalisation, et qu'il reste des pôles de puissance qui, eux, vont être intégrés complètement au super-État européen, parce que c'est vers ça qu'on va. Super-État européen qui ne sera pas, qui sera lui-même un étage de ce système occidental. Et la France, dans tout ça, se détricotera toujours plus. Et quand du nationalisme va émerger, eh bien là, avec la masse maintenant de musulmans qu'il y a en France, et en Occident, et avec ce qui se passe ce que se passe en Israël,
ça va être très facile d'annuler les oppositions en les faisant se confronter entre elles. Donc on va vers, à mon avis, la prochaine étape, c'est ça. C'est-à-dire, on a eu de toute façon, ils switchent selon les problématiques du moment, mais c'est l'état d'urgence permanent depuis les attentats islamistes de 2015. Donc c'est soit l'état d'urgence sanitaire, soit l'état d'urgence à cause du terrorisme, soit là, ça sera l'état d'urgence à cause du climat. Bon là, ça marche moins bien, c'est plus aléatoire. Mais voilà, donc il y aura toujours manière de créer un état d'urgence, un état de panique pour tenir le système. Le problème, c'est que ce système va se perturber toujours plus, et le problème va être pour les simples citoyens. C'est pour ça que je disais en conclusion du livre que le projet globaliste attaque la structure même du système des relations internationales. Et justement, si au départ les États sont les dépositaires de la violence légale et légitime, et les États peuvent exercer cette violence finalement les uns contre les autres dans le cadre de cette anarchie internationale. En voulant créer une autorité supra-étatique et en supprimant cette espèce de zone d'anarchie entre les États, eh bien le globalisme fait descendre l'anarchie internationale, elle devient une anarchie intranationale. L'anarchie internationale reflue dans les sociétés. Et le chaos s'installe dans les sociétés. C'est la guerre civile mondiale, en fait. C'est-à-dire et donc la guerre civile se répand, le chaos politique se répand dans les sociétés. C'est ce qu'on voit actuellement. Mais ceux qui tiennent ce système, bon, eux, tant qu'ils seront pas affectés directement, ça va pas leur changer. Au contraire, c'est très bien, comme je dis, c'est de la physique sociale, hein, on peut annuler des blocs, on peut, et ça, c'est l'essence même de la cybernétique, hein. C'est l'étude des systèmes, la société est un système, et donc finalement, il y a des lois, et puis qu'on essaye des lois presque physiques pour essayer de tenir ces ensembles entre eux, selon les intérêts de ceux qui les tiennent, qui les gouvernent. Alors, est-ce qu'on peut imaginer être acteur de notre avenir, en finir avec le chaos, par exemple, en France, imaginer, par exemple, une vraie rupture avec cet Occident politique? Je pense que déjà, par exemple, ce que vous faites, déjà le fait, la première rupture, elle est d'ordre cognitif. J'irais même à cet âge à différents niveaux. Elle est d'ordre spirituel. Déjà, quand on comprend l'essence mauvaise de ce système, déjà, on se dit non, je vais pas vers ça. Donc c'est déjà une rupture spirituelle. Rupture cognitive, c'est avec justement l'occupation mentale H24 qui est faite par ce système. Rupture cognitive avec les fausses oppositions qu'on nous sert de plus en plus, et depuis les gilets jaunes et depuis le Covid aussi, parce que ça va émerger tout le temps, que vous avez les offres miroirs. Donc c'est pour ça que j'avais appelé aussi notre site Stratégica, parce qu'il faut être stratégique, c'est-à-dire avoir toujours un coup d'avance et essayer de comprendre ce qui se passe pour y résister. Et voilà. Et après, dans une phase plus chaotique, mais justement d'être un peu lucide, ça va permettre peut-être d'éviter, dans la phase Covid, ça a permis d'éviter de se faire empoisonner, par exemple. Moi je me rappelle au début, beaucoup de gens me disaient mais non, c'est trop gros et tout, et puis le fait de savoir déjà à l'avance de quoi ces gens-là sont capables, permet d'anticiper les mauvais coups et de pas foncer. Il va falloir vraiment devenir tous stoïciens, c'est-à-dire savoir retenir nos émotions en fait, c'est-à-dire non, avant de réagir, pourquoi je devrais réagir à ce qui se passe. Et dans tout c'est comme ça en fait, parce que on va être de plus en plus poussé à ça. Donc il va falloir se tenir sur ça. Et après au niveau, on l'a vu pendant le Covid, c'est ça qui était intéressant, c'est que malgré tout quand le système pendant le Covid c'était clair. Ils ont créé un système où ça a créé des blocs politiques. C'était presque à l'inverse des gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'était les dissidents qui se mettaient une couleur pour se révolter contre un système. Et là, c'était l'inverse. C'est le système qui vous mettait une couleur, qui vous mettait le masque, qui vous forçait, qui vous mettait un signe discriminatoire à tout le monde. Et ceux qui refusaient ça, finalement, devenaient de fait un bloc politique transcourant, en fait. Je pense qu'on va aller, dans les années à venir,
toujours plus vers ça. Voilà. Et ils vont essayer, comme ils ont vu avec le Covid, que quand il y a quand même une masse de gens qui est réfractaire, ils vont essayer de contourner par la bande et tout. Et je vous dis, pour moi, la prochaine étape, à mon avis, tel que c'est parti, c'est l'extension des affrontements intercommunautaires en Occident même, de manière à. Et alors là, c'est pareil. Je connais des identitaires et autres qui se disent ah mais ça y est, ça va être la possibilité de sortir de la société multiculturelle et enfin d'arriver à une position plus nationale et tout. Non, parce que ça va être quand il y a des affrontements ou autres, la masse des gens a juste peur. Enfin, c'est comme ça. On a vu pendant le Covid, la masse des gens veut la stabilité. Et donc, quand le berger a lui-même introduit le loup dans la bergerie, avec les islamistes, avec autres, en fait, la masse, s'il commence à y avoir des affrontements et autres, elle va aller du côté où est le pouvoir, quelle que soit la forme de ce pouvoir. Et en fait, ça va servir juste à ça. Il n'y aura pas d'affrontement, de guerre civile globale entre voilà, les blancs d'un côté, les autres de l'autre. Ça va pas être comme ça. Ça va être beaucoup plus hétérogène et chaotique que ça. Et en fait, je pensais à ça parce que la guerre civile, c'est quand même un truc de pauvre, en fait. Parce que quand vous allez, même dans les quartiers riches ou dans les villes où il y a de l'argent et tout, en fait, ça sera toujours assez calme, parce que c'est la vraie frontière à notre époque, c'est l'argent. Donc il faut faire attention à ces thématiques-là, parce qu'ils vont viser en fait à renforcer une oligarchie qui n'est plus légitime, qui en fait peut finalement s'effondrer sur elle-même. Eh bien, elle peut se renforcer par ce chaos dirigé, en fait. Avant de terminer, Pierre-Antoine Plaquevent, j'aimerais vous faire réagir sur le conflit au Proche-Orient. Très rapidement, à l'heure où nous enregistrons cet entretien, un accord a été passé entre Israël et le Hamas pour un cessez-le-feu de 4 jours contre la libération de 50 otages en échange de 150 prisonniers palestiniens. Que pensez-vous de cette trêve alors que les bombardements ont déjà fait plus de 14 000 morts, dont 5 800 enfants ? Je pense, comme beaucoup d'observateurs, que cette trêve, de toute façon, en fait, si on regarde l'histoire de Gaza et puis de la Palestine depuis 1948, bon, en fait, c'est une guerre permanente avec des trêves, donc ça serait qu'une trêve de plus dans une action. Ce qui est intéressant dans la phase actuelle, c'est que l'exceptionnalisme israélien devient toujours plus difficile à tenir. Et on assiste quand même en direct. C'est un petit peu comme si tout le monde avait un smartphone dans les années 40 et avait pu assister à l'assaut du ghetto de Varsovie par les nazis. Enfin, je veux dire, c'est un peu de cet ordre-là, sauf que maintenant, ce sont des Israéliens qui font ça. Donc là, l'exceptionnalisme moral sur lequel s'appuyait Israël, ça commence, ça va être de plus en plus difficile à tenir. Et en fait, ce que je vous dis, c'est la continuité, pour moi, de ce qui se passait en Ukraine, en fait, parce que finalement, et d'ailleurs, les liens, même entre le nationalisme galicien de l'ouest de l'Ukraine, avec un certain sionisme politique dont est issu Netanyahou lui-même, sont avérés, puisque le père de Netanyahou était lui-même secrétaire de Jabotinsky, qui est le fondateur du courant du sionisme révisionniste, qui va donner le Bétar, les terroristes de l'Irgun, et ensuite le Likoud. Donc, et dans les années 20, Jabotinsky a soutenu Petliura, un nationaliste ukrainien qui était accusé par la communauté internationale de pogrom, et il l'a soutenu parce qu'il y avait des accords prévus entre Petliura et Jabotinsky. Donc on voit qu'il y a une filiation qui existe toujours de notre époque, de cette époque à nos jours. On voit des personnages ambigus comme un Zelensky, par exemple, qui est justement entre judaïsme et néonazisme, et donc une espèce de chaudron des extrêmes comme ça. Et en fait, on va de plus en plus pouvoir, même Lavrov avait parlé de ça l'an dernier, je crois. Enfin, on va voir de plus en plus la filiation qui existe entre
et cette dialectique étrange qui existe entre nazisme et sionisme, en fait. Et entre, finalement, les deux formes de suprémacisme. Déjà, à l'époque, des gens qui voyaient la montée du national-socialisme, même je crois que c'était le Britannique George Bernard Shaw qui disait, mais en fait, les nationaux-socialistes sont antisémites, mais ne font qu'appliquer à eux-mêmes. En fait, ils revendiquent pour eux-mêmes le fait d'être un peuple élu, supérieur aux autres peuples. Donc, en fait, ils voyaient déjà un miroir du suprémacisme sioniste. Et d'ailleurs, les groupes desquels sont issus la droite israélienne actuelle, dans les années 20 et 30, avaient un rapport ambigu avec la montée du fascisme et du national-socialisme. Donc maintenant, ce que je veux dire, c'est que de plus en plus, à nouveau, c'est ce que je vous disais, à nouveau, dans la phase de tension entre une hégémonie installée qui est contestée, eh bien, on va passer du discours libéral à un discours plus autoritaire et plus suprémaciste. Et on a finalement, quand on voit finalement l'appareil occidental, on a Biden et puis les États-Unis qui sont censés avoir le discours justement globaliste, sorosien ou du CFR, et puis mais sauf que toutes les positions qui vont tenir, les positions géopolitiques stratégiques pour empêcher l'émergence de l'Eurasie, c'est toujours en s'appuyant sur des groupes fanatisés avec des idéologies suprémacistes. Donc ça va être de plus en plus difficile à tenir. Voilà. Et là, la voie de la France, qu'est-ce qu'elle doit être ? C'est la voie gaullienne, quoi, du réalisme politique et du retour à la souveraineté stratégique. Et c'est ça aussi, ce qu'on assiste. Il faut vraiment sortir de en tant que Français, c'est insupportable, cette injonction entre, je me rappelle au tout début du conflit, Tsahal qui publiait sur les réseaux sociaux, ou bien vous êtes avec les terroristes, ou vous êtes avec Tsahal, voilà. Et puis, en gros, c'est ça qu'on nous propose. Mais c'est dialectique sommaire qui est toujours la même, hein. C'est toujours le bien, le mal, enfin la société ouverte et ses ennemis. Bon là, c'est voilà. Mais sauf que là, c'est pas la société ouverte, là, c'est le suprémacisme pur. Donc ça va être difficile à tenir. Et nous, en tant que Français, on doit refuser cette dialectique. On doit refuser de voir des gens comme Goldadel donner des leçons à Villepin. C'est juste inacceptable. On doit refuser ces espèces de... Et en fait, on doit s'extraire des vociférations et des cris et de l'émotionnel pour être justement au niveau de la souveraineté, en fait. Voilà. Et la souveraineté, c'est ça, c'est déjà être au-dessus des différentes factions dans un État. Et donc voilà. Donc ça, moi je le développe au niveau analytique. Après, il faut que des politiques ou des gens. Mais je pense que ça finira quand même par émerger. Parce qu'à force, ce qui maintient aussi le système, c'est cette période transitoire dans laquelle nous sommes entre une société libérale de consommation et puis l'appauvrissement et le système, on va dire, d'esclavage numérique dans lequel ils veulent nous faire rentrer. Plus les gens vont s'appauvrir, et moi je pense que d'ici à... Pour l'instant, on le voit pas encore. On a les oppositions contrôlées, on a tout ça et tout, mais tout ça va marcher de moins en moins. Et je pense d'ici moins de, peut-être 5 ans, quelque chose comme ça, on va voir émerger des nouvelles formes politiques complètement anti-système et qui balayeront même ce qui se passe de par l'imprévu. Voilà, moi je crois aussi à ça, l'imprévu dans l'histoire. Enfin, un mot sur une information qui a été annoncée par l'agence Reuters et très peu diffusée. Il s'agit des licences d'exploration de gaz fossile accordées à des entreprises internationales au nombre de 6 par Israël. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit ce dont on parlait tout à l'heure, c'est les réserves énergétiques stratégiques au large de Gaza, qui sont un enjeu majeur. Et comme je vous disais, il y a ce projet aussi de relier... en fait, c'est les nouveaux corridors énergétiques. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une lutte concurrentielle entre le système des routes de la soie proposé par la Chine et la Russie, et puis l'Occident qui se dit qu'ils vont être trop dépendants de la Chine et de la Russie, et qu'il faut développer son système alternatif d'approvisionnement de l'Europe. Donc c'est assez clair, hein. On a attaqué Nord Stream pour nous couper de
cet arrière-fond énergétique. Là, maintenant, au Moyen-Orient, c'est la même chose. Faut savoir que avant la guerre actuelle, il y a eu une guerre commerciale et économique, par exemple, autour du port d'Haïfa, qui est donc un terminal stratégique des routes de la soie, et aussi de ce nouveau couloir géoéconomique que tentent d'établir les Américains, l'Inde, Israël et les Émirats arabes unis, qui est l'IMEC. Voilà. Et donc, il y a le port d'Haïfa, dans 2022, je crois, les Chinois avaient fait des investissements massifs, et en 2023, ce sont les Indiens qui ont racheté quasiment tout le port. Et donc, on voit l'affrontement un peu de ces voies d'approvisionnement énergétique. Et le but des Israéliens, c'est aussi de relier Haïfa et toute la côte jusqu'à Gaza, et de faire une espèce de... Gaza leur pose problème, puisque là, il y a... Et donc, finalement, ils ont contribué à faire s'installer une autorité politique qu'ils pouvaient diaboliser. Et maintenant, ils vont s'appuyer sur ça pour épurer la zone, et puis pour progressivement pousser les gens à partir, et qui sait si effectivement, avec l'aide des autres pays arabes, on ne trouvera pas une solution pour reloger les survivants, et puis en même temps, ça serait qu'ont fait les autres pays arabes depuis 1948. Tout ce qui a été tenté, a été toujours a échoué, ou ceux qui ont tenu tête ont été empêchés par les autres. Donc, c'est, on va dire, le nationalisme arabe qui s'était développé en miroir du nationalisme européen, et dans le même état que le nationalisme européen. Et finalement, c'est ça que, si on était vraiment politique, là je dis ça pour les nationalistes français, si on est vraiment politique, on doit comprendre en fait qui nous occupe, et là c'est là qu'on rejoint Carl Schmitt. Si le critère du politique c'est la définition de l'ennemi, qui est l'ennemi stratégique actuellement, et il faut garder ça en tête si on veut être politique. Si on veut être juste dans l'émotionnel ou se soulager, on se défoule sur les réseaux sociaux et autres, mais si on veut garder le critère politique, on va toujours garder en tête quel est l'ennemi stratégique. Voilà. Merci beaucoup Pierre-Antoine Plaquevent, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre livre, Société ouverte versus Eurasie, géopolitique du globalisme, aux éditions Stratégica. Et je vais vous inviter à signer notre livre d'or, si vous êtes d'accord. D'accord, bien sûr. Merci. En attendant, je voudrais rappeler que le Média en 442 est un média créé par le peuple et pour le peuple. C'est un média entièrement libre et indépendant. Nous ne bénéficions d'aucun financement extérieur, d'aucune subvention. Seuls vos dons libres et vos abonnements pour bénéficier de programmes exclusifs sont notre unique soutien. C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Alors, pour que perdure cette aventure, soutenez-nous. Merci à tous et merci de votre fidélité. Merci.